Historiquement, aucun fonctionnaire de l'État n'est habilité à exercer d'autres activités parallèles. Cette interdiction est une disposition majeure de la loi régissant leur statut. Cependant, dans la pratique, la réalité est toute autre. La 13e promotion de l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, sera bientôt déployée. L'opération de dépôt des dossiers de candidature se poursuit depuis un certain temps. Déjà, 22 000 dossiers de candidature ont été reçus pour un besoin estimé à 2000 postes. 19h30 sur ORTM 2. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale a le plaisir d'informer les candidats, les parents d'élèves et les partenaires de l'école ainsi que l'opinion publique nationale que les résultats du diplôme d'études fondamentales DF session de mai 2023 seront proclamés ce samedi 24 juin 2023 à 8 h. Ils seront disponibles dans toutes les académies d'enseignement, les centres d'animation pédagogique, les écoles et sur le site du Centre national des examens concours de l'éducation www.cncmali.ml. Le ministre adresse ses chaleureuses félicitations aux heureux admis et ses encouragements à ceux qui n'ont pas eu la chance cette année. Les administrateurs scolaires sont invités à respecter rigoureusement le jour et l'heure de la proclamation. Je vous le disais à l'instant, un fonctionnaire de l'État est un agent titulaire qui travaille au compte de l'État pour des emplois administratifs permanents. La loi numéro 02053 du 16 décembre 2002 régit le statut général des fonctionnaires de l'État. Elle interdit à toute personne recrutée au compte de l'État d'exercer une autre activité parallèle. Cependant, certains fonctionnaires vont à l'encontre de cette loi, dont certaines dispositions leur permettent tout de même de s'épanouir dans leurs fonctions. Lala Diaratouri. Un fonctionnaire de l'État est un personnel titulaire qui a vocation exclusive d'occuper au sein des services publics de l'État les emplois administratifs permanents d'un niveau hiérarchique correspondant, à en croire la loi numéro 02053 du 16 décembre 2002 en son article 1er. Ce qui sous-tend que le fonctionnaire doit être dévoué à la tâche pour laquelle il a été recruté. Ce texte interdit cependant aux fonctionnaires de mener une quelconque activité autre que celle étatique. Le fonctionnaire a vocation exclusive à occuper au sein des services publics de l'État les emplois administratifs permanents. Je donne un exemple terre à terre. À mon poste de directeur de la fonction publique, je suis contraint d'être présent 24 heures sur 24 heures, d'être dans la fonction de directeur 24 heures sur 24 heures. Ceci signifie que je ne dois me dédier à autre chose qu'à ce poste, qu'à cet emploi. Donc, je ne dois exercer aucun autre emploi, soit en concurrence de celui-là, soit en complément de celui-là, au détriment de l'État. Le statut général lui-même ne prévoit pas de dispositions précises, mais si on analyse le contenu, c'est que le statut vous met dans une position statutaire d'emploi permanent qui ne devrait pas vous permettre de mener d'autres activités. Le statut de fonctionnaire de l'État donne cependant la possibilité aux fonctionnaires de prendre une disponibilité pour une période de 5 ans renouvelable une fois. Si vous trouvez une opportunité meilleure que celle que vous occupez, vous avez toute latitude pour prendre une disponibilité. La disponibilité va jusqu'à 10 ans. Comme le détachement, vous trouvez un autre service qui n'est pas celui proprement de l'État. Ça peut être la collectivité, ça peut être d'autres démembrements de l'État. Pour le détachement, vous continuerez à prendre les salaires et vous avancez implicitement bon. Mais pour la disponibilité, le salaire est arrêté. La disponibilité, ça a des conditions. D'avoir un fonctionnaire en endroit seulement lorsqu'il aura déjà travaillé dans la fonction publique au-delà de 5 ans. Et dans la carrière d'un fonctionnaire, un agent public fonctionnaire, on ne peut bénéficier de cela que deux fois.
Et au-delà, si vous ne revenez pas, vous êtes exclu, radié du corps de la fonction publique. Les fonctionnaires peuvent également démissionner au cas où ils penseraient qu'ils pourraient avoir mieux ailleurs qu'en restant fonctionnaires. Chaque semaine, on reçoit au minimum 3-4 demandes de démission de la fonction publique, surtout dans le domaine de la santé. C'est loyal et je crois que c'est une bonne chose et pour l'État et pour les démissionnaires. Selon ce même texte, certaines dérogations sont prévues pour certains corps de métier. Il s'agit entre autres des médecins et des professeurs d'enseignement supérieur. Mais le même statut permet ce qu'on appelle, qui prévoit le statut particulier, qui font qu'il y a des fonctions, des fonctionnaires, des agents publics qui ont la possibilité, selon les statuts particuliers, de mener d'autres activités additionnelles. Il s'agit là du corps de l'enseignement, du corps des médecins et d'autres corps qui peuvent être amenés à enseigner. Ce texte souffre cependant d'une certaine ambiguïté, car lorsqu'un fonctionnaire outrepasse les limites posées par le statut général, aucune sanction n'est prévue en conséquence. Pour le moment, la fonction publique ne dispose pas de textes en la matière qui sanctionnent clairement cet état de fait. Dans les années antérieures, avant la démocratisation, il y avait beaucoup de restrictions qui ont été corrigées, atténuées. Plein d'insuffisances. Ça, on le dit toujours à nos étudiants. Parce qu'en fait, il y a un statut général et des statuts connexes. Et lorsque le statut a été adopté, la logique voudrait qu'il y ait des actes réglementaires, c'est-à-dire des décrets et des arrêtés qui devraient compléter, qui devraient préciser. Mais malheureusement, ça n'a pas suivi. Le statut général actuel qui régit les fonctionnaires de l'État est en relecture afin de l'adapter aux changements que connaît la société. Stage de qualification au bénéfice des jeunes diplômés, la 13e promotion de l'APEJ. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes sera bientôt déployée. Le dépôt des dossiers de candidature se poursuit. À l'heure actuelle, la structure a reçu plus de 22 000 dossiers de candidature pour un besoin estimé à 2 000 postes. Les résultats devraient être disponibles au plus tard le 31 juillet prochain. C'est ce que nous dit Astanso. Les travaux de lancement pour la rentrée de la 13e cohorte d'APEJ, Agence pour la promotion de l'emploi jeune, battent leur plein. Après le dépôt des dossiers, place au triage. Pour cette année 2023, ils sont plus de 22 000 candidats à avoir exprimé leur intérêt pour ce stage de formation pratique. Bon, les préparatifs vont en bon train. Nous avons lancé l'appel à candidature du 5 au 19 juin dernier. Et les jeunes se sont inscrits et au niveau de toutes les coordinations de l'APEJ, nous enregistrons aujourd'hui 23 491 candidatures à l'échelle nationale. Et ça, cette situation ne prend pas en compte les inscriptions faites au niveau des structures partenaires de l'APEJ. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour en tout cas faire le dépouillement, publier les résultats au plus tard le 31 juillet pour que le stage puisse véritablement démarrer le 1er août prochain et prendre fin le 31 juillet 2024. En amont du dépôt des candidatures, l'agence avait notifié à ses partenaires la nécessité de définir leurs besoins. Et c'est donc à partir de cette liste que se fera le dispatching des candidats à travers différents départements. La répartition s'est faite selon les besoins exprimés par les structures d'accueil parce qu'en amont, nous avons transmis aux structures partenaires les fiches d'expression de besoins. Donc la répartition va se faire sur la base de ces expressions de besoins. Il y aura 2 000 jeunes pour 23 000 candidatures. Et donc nous allons veiller à ce que les besoins des structures d'accueil soient satisfaits et que les jeunes aussi puissent être renforcés. Parce que le but du stage, c'est de renforcer l'employabilité des jeunes et surtout ceux-là qui souhaiteraient faire carrière dans l'administration publique. Bon, ce sont les ressources que nous avons reçues qui nous permettent d'engager 2 000 jeunes. Et nous sommes en train de nous battre auprès des plus hautes autorités pour que nous puissions porter le nombre à 4 000 voire à 5 000 jeunes. Bien qu'il soit plus de 22 000 postulants pour la 13e vague, seulement 2 000 candidats seront retenus pour ce stage professionnel de l'APEJ. Un chiffre qui devrait être revu par les autorités, d'autant plus que l'engouement se fait plus grand d'année en année. C'est du moins le souhait de M. Silla.
Consolider les liens sociaux en s'appuyant sur les valeurs caractérisant la lignée. La question était au centre d'une rencontre des Koulibaly de Massala à 30 km de Ségou. Rencontre au cours de laquelle les aînés ont partagé leur vécu tout en expliquant l'origine du patronyme Koulibaly. C'est ce qui nous dit Oumar Enza Traoré. Désormais, ce grand baobab indique où repose pour l'éternité le père fondateur de Massala, un chef-lieu de commune de la région de Ségou. Il s'agit de Djaton Koulibaly de la lignée des empereurs Massassi. Par rapport au grand baobab, c'est un miracle en fait. Parce qu'avant, le fondateur même de Massala, ça c'est un Massassi, il s'appelait Djaton Koulibaly. Avant que le maire là, ça dit, il a annoncé à ses descendants de ne pas lui donner un moment. Parce que, qu'après sa mort, vraiment lui même, on va le voir à travers autre chose. L'idée de la cérémonie est venue parce qu'on s'est cherché, on s'est retrouvé. Actuellement, il faut se connaître. Connaître toi-même, c'est encore mieux. Donc maintenant, c'est par rapport à ça qu'on a mis en place une association, un groupe, pour chercher tous les autres Massassi, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays. C'est une rencontre d'une grande portée pour les Massassi qui ont répondu massivement à ce rendez-vous. J'aime mon village d'origine. C'est pour cela que j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour venir participer à cet événement. Notre descendant qui est Djaton Koulibaly, nous sommes venus l'immortaliser. C'est pour lui montrer qu'il a laissé la postérité. Si vous voyez que je suis à l'origine de cet événement, c'est grâce au colonel Bafi. Il est une référence pour moi. C'est ce dernier qui a tissé les relations parentales entre ce village et Wakro Dioïla. J'ai essayé d'élargir cette voie pour que les enfants puissent prendre le relais. Nous saluons les 19 villages qui sont ici présents. Cette rencontre, première du genre, dans l'histoire de ce village devra contribuer à renforcer les liens de fraternité et de cohésion sociale entre les Massassi. A souligné que la rencontre a été agrémentée par des prestations folkloriques sur fond de musique du terroir. Le partage des biens qui constituent l'héritage d'un défunt est souvent source de conflits dans certaines familles car faisant souvent des frustrés dont certains des victimes innocentes. Conséquence, une tension récurrente impliquant souvent les juridictions compétentes et dans le pire des cas, la dislocation. Mariam Sissoko. Si l'héritage est un bien acquis ou transmis par voie de succession aux ayants droit, son partage dans notre société fait parfois des remous. Cette équation est perceptible dans plusieurs familles. En cas de décès du chef de famille, certains sont préoccupés par le partage des biens plutôt que par le repos de l'âme du défunt. En réalité, si on parle d'une question de biens, et si surtout dans un pays où il y a la polygamie, cela peut être source naturellement de tension. Un partage qui n'est toujours pas gai, car faisant souvent des lésés, des mécontents et au pire des cas, engendre la dislocation de certaines familles. La problématique est devenue patente. Au Mali, au seuil que les juridictions compétentes sont mises à contribution. Aujourd'hui, les tensions sont telles que, la configuration des familles sont telles que, généralement, ça se termine devant les tribunaux et les tribunaux désignent un notaire qui doit gérer le dossier de A à Z. Vérification de la capacité des héritiers, de leur identité à travers le jugement d'hérédité et puis le recensement des biens, faire la répartition des biens et puis faire la liquidation. Au Mali, ils sont rares ceux qui font un testament de partage d'héritage. Pourtant, sous d'autres cieux, le testament est la meilleure solution pour éviter tout malentendu familial en cas de décès du chef de famille. Nous sommes les dépositaires de certains actes publics et notamment le testament. La meilleure façon, c'est de faire le testament, le notaire peut vous guider et puis en cas de décès, franchement les conflits sont atténués à l'avance. Parce que c'est ce document-là que le notaire va rendre public entre les héritiers et qu'on va soumettre au juge pour homologation. Contrairement à la religion chrétienne, les idéologies musulmanes et traditionnelles sont complémentaires. Parlant de la foi chrétienne, elle met beaucoup d'accent sur ce que nous laissons
à notre progéniture. Mais pour ce qui concerne réellement le partage de ce que nous avons comme bien à notre progéniture, nous préconisons que les parents de leurs vivants puissent réfléchir d'une façon équitable à ce qu'ils légueront à leurs enfants. La religion musulmane a tranché la question de l'héritage et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas laissé le soin ni aux prophètes ni aux autres de trancher, mais cette question a été tranchée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné des directives claires et expliqué la clé de la répartition des gens qui ne peuvent pas être du tout exclus de l'héritage. Et ça dépend des cas. Par rapport au cas d'un mari qui est décédé, la femme ne peut pas du tout être exclue de l'héritage. De la même manière, si le défunt est une femme, l'épouse, le mari aussi ne peut pas être exclu du tout de l'héritage tant que le mariage existe. Des explications du notaire. L'on apprend que le fils bénéficie d'une part entière, tandis que la femme bénéficie de la moitié de son côté. En clair, dans le partage de l'héritage, seuls les enfants légitimes en bénéficient. C'est le code de la famille pour le Mali actuellement, et qui est d'inspiration du code civil du droit français. Bon, la différence fondamentale entre les règles contenues dans la charia et les règles contenues dans les principes de droit moderne, c'est que vraiment il n'y a pas une égalité entre les héritiers. La charia préconise une supériorité de la lignée masculine qui ont le double de ce que la lignée féminine peut avoir. Il est donc important de mettre en place des mécanismes de gestion pacifique de l'héritage pour le bonheur des héritiers après le décès du chef de famille. Car selon nos interlocuteurs, la plupart des problèmes liés au partage de l'héritage sont évitables. Dans la culture dogon, il existe un hangar à court de taille, mais très symbolique, appelé Toguna, un patrimoine culturel qui sert pour les aînés de lieu de rencontre, parfois pour se reposer ou débattre des questions d'intérêt public. Pour ce qui concerne notamment les questions conflictuelles, Toguna joue le rôle de palais de justice à compétence étendue, ce qui sous-entend l'interdiction de toute action de violence. Découverte de Toguna dans ce reportage signé Dala Traoré. Difficile de parler du pays Dogon sans parler de ce patrimoine culturel. Toguna, sa réalisation précède l'implantation du village selon les fins connaisseurs de l'histoire. L'infrastructure sert de cas d'école où sont enseignées toutes les vertus de l'amour. Elle est très capitale dans la culture Dogon. Le Toguna, c'est au milieu de Dogon, c'est un grand symbole. D'abord, c'est un grand hangar. Togu, cela veut dire hangar. Grand. Na, cela veut dire maman grand. Donc Toguna, c'est en deux mots. C'est un lieu où les sages se reposent. Mais avant de construire même le village, on fait le Togu d'abord. C'est à partir de Toguna, tout se décide. Et le Toguna, d'abord, s'il y a un truc à débattre dans le village, c'est sous le Toguna on débat. L'idée du Toguna dans la cosmogonie Dogon, les Dogons considèrent que le Toguna c'est l'un des premiers sites, c'est-à-dire que c'est parmi l'un des premiers sites du pays Dogon. Le Toguna est un centre de santé. Quand vous êtes malade, au pays Dogon, c'est au Toguna que vous exposez votre maladie. Les vieilles personnes, les vieux qui sont là-bas, échangent entre eux qui peut faire guérir le malade ou bien la malade. La malade, une fois que c'est une femme, elle doit rester à côté du Toguna, mais elle ne doit pas entrer sous le Toguna. La construction de Toguna obéit à des normes et l'architecture peut varier en fonction des zones. Et la plupart des Toguna, c'est fait au lieu stratégique. Puisque à partir du Toguna, il faut qu'on arrive à voir tout ce qui rentre dans le village. On dit que le Toguna est constitué de 9 piliers. Un, l'axe central qui représente les dieux unitaires et les 8 autres,
c'est les 4 ancêtres du pays Dogon. Mais ce n'est pas typique, parce que chaque zone a sa manière de faire. Donc cela veut dire que les piliers et les toitures, et la toiture on a fait l'épais, très épais, la toiture épais pour que l'eau n'infiltre pas. Et que en cas de soleil, en cas de choses, en bas il faut que ça soit frais, parce que les hommes se reposent en bas au-dessus du Toguna toute la journée. Nous avons des Toguna qui ont à peu près 30 pieds. Ça, c'est dû au tourisme et autres. Sinon, dans la conception du Dogon, le Toguna était construit à partir de 9 pieds. Géographiquement parlé, nous avons les zones du plateau, les zones de la falaise et aussi de la plaine. Nous avons des Toguna de toutes sortes. Et aussi, les pieds sont faits à partir du bois. Par contre, au niveau de la falaise et du plateau, nous avons que des Toguna qui sont faits à partir des cailloux, des pierres. Il en est de même pour ce qui concerne son accès, qui est d'ailleurs réservé de façon exclusive aux hommes. Bon, aujourd'hui, effectivement, à l'intérieur du Toguna, c'est les hommes qui ont accès. Puisque ce n'est pas parce que je pense que c'est une discrimination positive. Pourquoi? Parce qu'à ce temps, nous, on était dans les trucs des idolations, des adorations. Maintenant, sous le Toguna, il n'y a pas de bagarre. Et les armes, surtout les objets tranchants, les couteaux, les trucs, on ne peut pas mettre sur le Toguna, mais tu peux accrocher à côté, avant de rentrer dans le Toguna. En résumé, Toguna demeure un patrimoine stratégique qui est l'incarnation pure de la culture Dogon. Une valeur ancestrale dont la sauvegarde est une obligation morale pour les ressortissants du pays Dogon. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTM2.